Soir, y a-t-il une colère noire française ? Il y a quelques semaines encore, vous n'aviez sans doute jamais entendu parler de Ta-Nehisi Coates, un journaliste afro-américain, la quarantaine, né à Baltimore sur la côte est des États-Unis, chroniqueur pour The Atlantic. Aujourd'hui, difficile d'ignorer son nom. L'été dernier, il publiait Between the World and Me, une dénonciation cinglante de la société américaine, bâtie sur l'exploitation et la discrimination des Noirs. Un ouvrage puissant comme un uppercut, presque aussitôt traduit en France sous le titre « Une colère noire » et publié par les éditions Autrement. Depuis, Ta-Nehisi Coates et son livre trustent les médias français, télé, radio, il est déjà venu 2 fois à France Culture, presse écrite. On s'arrache cet auteur qui sait si bien porter la plume dans les plaies de l'Amérique. Le plan marketing, il faut le dire, a fonctionné à merveille. C'est le livre de chevet d'Obama, nous dit-on. C'est le digne descendant de James Baldwin, et c'est Toni Morrison qui le dit. Pour autant, ces arguments de vente ne suffisent pas à expliquer cet engouement. Il y a d'abord l'indéniable qualité littéraire du texte, le fait qu'on n'aime rien tant en France que les Américains lorsqu'ils disent du mal de leur pays. Mais il y a sans doute autre chose. Si un livre sur la condition des Noirs aux États-Unis rencontre un tel écho en France, n'est-ce pas parce qu'il touche aussi à quelque chose de français que nous préférons peut-être traiter par procuration plutôt que de manière frontale ? Alors y a-t-il une colère noire française ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Louis Georgetin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, qui représente d'ailleurs combien d'associations ? Une centaine d'associations en France et d'autres à l'étranger, au Bénin, au Maroc, au Congo, aux États-Unis, au Brésil, etc. Je précise par ailleurs que vous êtes spécialiste des études littéraires et j'imagine que vous avez dû apprécier justement la qualité du texte de Ta-Nehisi Coates. Pour discuter avec vous, Ayane Koudou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste multimédia indépendante. On peut trouver certaines de vos œuvres sur votre propre site qu'on met en ligne sur le nôtre, franceculture.fr, la page du Grain à moudre. Vous travaillez notamment pour l'autre JT sur France 4. Je précise parce que la première fois qu'on s'était vu dans cette émission, vous avez quasiment fait rencontrer un des responsables de ce programme. Notre troisième invitée se trouve au téléphone, elle est à New York. C'est Isabelle Bonny-Claverie. Bonjour, bonsoir. Bonjour Hervé, oui, je vous entends bien. Vous êtes Isabelle Bonny-Claverie, scénariste et réalisatrice pour le cinéma et la télévision. Je citerai notamment votre dernier documentaire qui a été diffusé sur Arte en juillet dernier, Trop noire pour être française. Et puis nous devrions être rejoints par un quatrième invité qui, je vais tout vous dire, est coincé pour l'instant dans les transports en commun. Il s'agit de Bakary Sako qui est militant associatif à Paris. Voilà, on l'attend d'une minute à l'autre. Alors, pour cette émission, exercice un petit peu particulier qu'on vous a demandé ce soir, même si pour certains d'entre vous c'était déjà fait, mais il s'agissait de lire aussi cet ouvrage de Ta-Nehisi Coates pour voir s'il y a peut-être des similitudes avec la condition noire en France, puisque je le précise, je le fais pas d'habitude, mais enfin, nos 3 invités ce soir sont noirs, sur en tout cas le portrait que ça donne de l'Amérique. Un portrait assez brutal, disons, Louis Georgetin. Est-ce que c'est un portrait qui vous a surpris ? Qui m'a surpris, non. Qui m'a frappé, oui. C'est effectivement la description littéraire et physique d'une violence quotidienne, d'une violence qui arrache les sourires aux jeunes, arrache les vies, arrache les corps. Cette insistance sur les corps dont il parle, ce n'est pas la question des âmes, c'est pas la question de la littérature qu'il traite, c'est la question des corps, de la violence, mais il le fait d'une manière littéraire, d'une manière qui a surpris. C'est aussi un livre d'amour, c'est peut-être ce qui m'a le plus frappé et ému, l'amour d'un père pour son fils. Il y a dans le livre de très belles photos, et un père qui a peur pour son fils. Une rage d'écrire parce qu'il a peur pour son fils qu'il veut sauver. Il est même venu en France pour prendre de la distance avec ce pays dangereux que sont les États-Unis d'Amérique. Ayane Koudou, je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux États-Unis, mais en tout cas, est-ce que c'est un portrait de l'Amérique, enfin de l'Amérique en particulier des États-Unis, qui vous a frappé parce que peut-être il révélait un pays qui était peut-être moins réconcilié justement qu'il
pouvait le paraître. Notamment, c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé avec l'accession au pouvoir de Barack Obama de ce qui serait peut-être une Amérique post-raciale, manifestement. Bon, ça n'est pas le cas. Mais je suis déjà passée aux États-Unis, mais je suis pas restée assez longtemps pour pouvoir me rendre compte de cette fracture qu'il y avait entre les Américains. Mais c'est connu, c'est vrai que les Noirs américains, je pense, subissent un traitement différent de leurs compatriotes blancs. Isabelle Bonny-Claverie, alors vous, je ne vais pas vous demander si vous êtes déjà allé aux États-Unis puisque vous êtes à New York. J'ai eu la chance d'animer une rencontre il y a quelques jours de cela à les Maisons de la Poésie avec Ta-Nehisi Coates qui disait que lui, quand il se trouvait en France, ce qui est le cas puisqu'il s'y est installé depuis quelques mois, il se sentait d'abord américain avant de se sentir noir, contrairement aux États-Unis. Est-ce que vous, quand vous êtes aux États-Unis, vous vous sentez d'abord française avant de vous sentir noir? Est-ce que c'est différent du sentiment que vous pouvez avoir quand vous êtes en France? Bon, moi, de toute façon, je me sens française où que je sois. Mais c'est vrai que lorsque je suis ici, ne serait-ce qu'avec mon accent, quand je parle anglais, je suis tout de suite identifiée comme française et perçue comme telle, ou également vue à travers mes racines africaines par certains Afro-Américains que ça touche particulièrement. Et c'est vrai que ce que dit Ta-Nehisi Coates est très juste. Quand en France, un Noir américain est d'abord un Américain. Et donc, il bénéficie du lustre, on va dire, de l'Amérique en France. Et je me souviens notamment, par exemple, d'une anecdote de quelqu'un que je connaissais qui avait un poste managérial important, donc un Français noir. Et quand il arrive, toute l'équipe lui demande si, en fait, il n'est pas américain. Parce que, voilà, on a du mal à se représenter un noir français à ce poste-là. En revanche, un américain, oui, c'est plus normal. Donc, je pense qu'effectivement, la perception est très différente parce que quand on est un étranger, on échappe un peu au remue de l'histoire de son pays. Je vois que Louis Georgetin acquiesce. Oui, c'est tout à fait vrai. La vérité, c'est que les Français adorent les Noirs américains et ignorent jusqu'à l'existence des Noirs français. C'est ça la difficulté. On me dit souvent, oui, mais vous comprenez, la situation est bien pire aux États-Unis. Ils ont connu l'esclavage. Mais je sursaute. Les Noirs français aussi ont connu l'esclavage. On a même fait une loi, la loi Taubira, pour le reconnaître. Des émeutes raciales, nous en avons aussi. En 2009, dans toutes les Antilles, Guyane, Réunion, il y a eu des émeutes qui étaient des émeutes raciales, coloniales, sociales, tout cela à la fois. Sauf qu'on a d'abord vu des émeutes sociales avant de voir des émeutes raciales. Lorsqu'on a de mauvaises lunettes. Le problème est le même, c'est-à-dire que il y a aux Antilles, à la Réunion, en Guyane, il y a un problème qui est à la fois social, racial et colonial. Les trois strates, si vous voulez, se superposent. Et d'ailleurs, il suffisait d'entendre ce qui étaient les slogans des manifestants à juste titre. Donc, il y a une question qui existe en France. Simplement, elle est invisible aux Français qui ne veulent pas la voir. Et finalement, ils disent vraiment les États-Unis sont bien méchants avec leurs nègres, car nous savons les traiter autrement. D'ailleurs, il n'y en a pas. Voilà un petit peu l'opinion française, le sous-texte que je perçois. Et c'est pour cela aussi, ce qui est une mauvaise raison, qu'il y a finalement tant de succès ici pour le livre de Ta-Nehisi Coates. Il critique l'ennemi, le rival, et donc il nous donne en retour l'impression que nous sommes, nous Français, beaucoup plus généreux, beaucoup plus ouverts, pays des droits de l'homme, etc. Cela nous flatte en quelque sorte. On le loue aussi pour de mauvaises raisons. Est-ce que c'est aussi du coup une façon de s'affranchir d'une certaine responsabilité que peut avoir la société française à l'égard des Noirs français? Bien sûr, c'est une manière en fait de s'aveugler sur la réalité. Au fond, on nous dit souvent il n'y a pas la même histoire entre les États-Unis et la France, car il y aurait les États-Unis avec l'esclavage et pas en France, qui est évidemment une erreur. Je dis c'est pas un problème d'histoire, c'est surtout un problème de géographie. Lorsqu'aux États-Unis, il y avait des problèmes, des émeutes raciales, des revendications, des manifestations, souvent cela passait à Washington, ville majoritairement noire, ou à New York, et on ne pouvait pas manquer de le voir. Dans le contexte français, lorsqu'il y avait des révoltes à Madagascar en 1946, Tiaroy, en Martinique ou ailleurs, tout cela était à 7000 ou 8000 kilomètres et il était facile de ne pas voir les problèmes quand ils étaient si distants. Donc vous voyez, le premier problème ou la première différence entre la France et les États-Unis, c'est pas l'histoire, c'est la géographie. Est-ce que vous avez la même perception, Ayane Kodou? Ayane Kodou, ensuite je reviens tout de suite vers vous, Isabelle Bonny-Claverie. Oui, j'ai cette perception aussi et d'ailleurs ça me fait penser à cette histoire de France qui est souvent fantasmée en fait. On a souvent tendance à oublier que l'histoire est faite de domination, que ça soit l'esclavage aux États-Unis ou la colonisation et le travail forcé en France. Donc cette histoire de domination,
directement implique des traitements différents et discriminants et du racisme. Louis Georgetin parlait de question raciale. C'est vrai que la question raciale, ne serait-ce que cette expression-là, elle est compliquée aujourd'hui à utiliser. Par exemple, quand on fait un travail de journaliste à Yann Coudoux, parce qu'on sait bien tous les mots et toutes les interprétations qu'il peut y avoir derrière. Oui, parce que la République se veut indivisible et elle ne veut pas voir de différence entre ses citoyens. Mais le fait est que les citoyens vivent une différence dans leur vie quotidienne. Donc il y a cette hypocrisie en fait. Isabelle Bonny-Clavré, est-ce que vous diriez qu'il y a peut-être une façon aujourd'hui dans l'enthousiasme et l'accueil très positif qui est fait au livre de Ta-Nehisi Coates, est-ce qu'il y a une façon pour la France et pour les Français de traiter d'un problème par procuration, c'est-à-dire plutôt que d'affronter la question frontalement et de poser la question de la situation des Noirs français, on la traite de manière un petit peu détournée en s'intéressant aux Noirs américains? Je pense que c'est vrai que l'élection d'Obama a frappé très très fortement les esprits, y compris en France. Ensuite, donc toute la série de meurtres commis par la police américaine a été très abondamment relayée en France et a montré que l'Amérique post-raciale c'est un leurre. Et donc je pense qu'il y a une envie de comprendre. Et qu'effectivement, avec ce qui se passe aussi en ce moment en France, où ça tiraille de partout au niveau de la cohésion sociale, on se pose des questions. Après, c'est vrai que ce que disait Louis Georgetin, la grande différence, c'est que l'esclavage français, il s'est fait loin. Il était dans la Caraïbe, il était dans les Antilles. La colonisation, il y avait du travail forcé. Il y avait aussi une violence sur les corps, cette violence sur les corps noirs dont parle Ta-Nehisi Coates, mais elle était loin, elle était en Afrique. Elle n'était pas rendue visible aux yeux des Français métropolitains. Ici, ce qu'on voyait, c'était les jolies images des expositions coloniales à la grandeur de la France. Et donc, je pense qu'on ne se rend pas bien compte, en fait, de la violence de ce système-là, de la façon dont il a marqué très profondément les Noirs, des Noirs qui l'ont vécu. Et donc on est dans un refoulé. Alors peut-être qu'effectivement s'intéresser à ce qui se passe aux États-Unis est un moyen d'aborder de façon contournée ce refoulé, mais on ne pourra pas faire d'économie d'un débat en France. Parce que donc vous parlez de colère noire, je pense que à force d'être discriminées, les minorités raciales en France quand même sont de plus en plus dans la frustration. Pour l'instant, en tout cas, Isabelle Bonny-Clavré, vous avez l'impression qu'on a fait l'économie de ce débat en France, que ça n'a jamais été abordé de manière, suffisante? Oui, il y a des irruptions, mais qui sont très vite éteintes. Et on a eu des velléités. Je pense que le débat était mal posé quand Sarkozy a fait ses grands forums sur l'identité nationale. Mais il y a quand même un tabou qui est le tabou de la race, parce que c'est aussi des heures sombres de l'histoire française. Donc maintenant, il faut accepter de voir en face le passé colonial de la France et que ce n'était pas nécessairement glorieux. Il y a un tabou de la race, Louis Georgetin. Il y a aussi même peut-être un tabou, encore que il est peut-être moins présent qu'auparavant, dans le simple fait de nommer un noir. Un noir, c'est vrai qu'on a tendance beaucoup à dire les blacks. Voilà. Mais j'ai quand même vu sur le site d'Ucran, donc le conseil représentatif des associations noires de France que vous présidez, Louis Georgetin, que pour vous, ce tabou-là, il était levé, qu'on pouvait assumer ce terme de noir qui pourtant semble quelque chose d'assez anodin finalement. Il est vrai qu'il y a en France 3 siècles au moins de présence noire. Et la question noire a été traitée depuis très longtemps par quantité de gens, pour dire du bien ou du mal. En tout cas, c'est une question topique. Mais effectivement, lorsque nous avons créé le CRAN en 2005, ça semblait être une révolution pour certains qui pensaient que la question n'existait pas. Et je voudrais vous raconter une anecdote à ce sujet. J'étais en classe prépa en 1992-93 au lycée Henri IV. Et j'avais eu en colle d'histoire le sujet suivant, les Noirs aux États-Unis. Donc, je fais un travail standard, je pense, et la professeure me dit, écoutez, c'était vraiment très bien, il y a une chose que je ne comprends pas, en conclusion, vous avez parlé de la question noire en France. Alors, je dis, oui, j'ai voulu faire une comparaison, justement. Elle me dit, mais il n'y a pas de question noire en France. Alors, je dis tout de même, l'esclavage, plus récemment, Fanon, Césaire. Elle me dit, oui, mais ça, c'est des livres que je lisais dans ma jeunesse, mais tout ça, c'est dépassé.
Alors je crois que c'est elle qui était dépassée, la pauvre, car Aimé Césaire a sa plaque au Panthéon et pas elle. Mais voyez, dans le déni, un professeur d'histoire qui a une certaine connaissance, et elle le révèle, mais ce n'est pas que cette question n'existe pas, c'est qu'elle ne doit pas exister. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Oui, mais comme disait Ayane Koudou tout à l'heure, finalement ça va aussi à l'encontre de l'idée d'égalité républicaine, et peut-être que donner la possibilité de s'affirmer comme noir, ça laisse aussi prendre le risque qu'on va aller vers une forme de communautarisme et que ça, justement, c'est contraire à l'idéal républicain, Ayane Koudou. Est-ce que vous, par exemple, si vous deviez vous définir, est-ce que votre qualité de noir, ça ferait partie de la définition que vous donneriez de vous-même? Mais je suis noire, j'ai des origines africaines et je vis en France, donc je ne peux pas faire un choix entre la France et mes origines. Mais est-ce que vous avez l'impression que c'est un choix volontaire ou que c'est un choix qui vous est imposé? Parce que je reviens au livre de Ta-Nehisi Coates, où il dit, voilà, finalement, on m'a forcé à me sentir noir. Mais moi, à la limite, en soi, noir, ça n'existe pas, mais on a fini par me forcer, par m'assigner à cette identité de noir. Je ne dirais pas qu'on m'a forcé, mais j'ai dû peut-être accepter d'être noire et en essayant de me construire une identité, parce que je le suis. Donc, mais accepter, ça peut vouloir dire quoi? Accepter d'être noire dans un monde de communication où les noirs n'existent pas. C'est ça qu'il faut accepter, en fait. Il faut s'accepter soi-même, accepter d'être différent des standards occidentaux. Et ça, c'est très important. Dans un monde de communication et même dans un monde médiatique, je peux d'ailleurs voilà, une petite confidence qui m'a été faite par quelqu'un de la maison d'édition de Ta-Nehisi Coates. Il paraît qu'il leur a fait la réflexion après avoir été interviewé par de nombreux journalistes. Il leur a dit, mais comment ça se fait? Il n'y a pas de journalistes noirs en France, parce qu'il n'était interviewé que par des journalistes blancs dont je fais partie. Isabelle Bonny-Claverie. Oui, écoutez, moi sur le communautarisme, je veux dire, c'est la réponse effectivement qui nous est faite sans cesse. Je ne vois pas en quoi s'affirmer dans ce qu'on est une forme de communautarisme. Moi, je ne demande pas à vivre en dehors de la communauté française. Simplement, je demande à pouvoir y avoir la même place que n'importe quel autre Français, et que effectivement, peut-être le poids de l'histoire ne m'assigne pas à une place qui est une place d'inférieur dans l'inconscient collectif ou une place d'étrangère. Cette possible dérive vers du communautarisme, Louis-Georges Hotin, j'imagine qu'on vous l'entendez souvent, cet argument-là, vous y répondez comment? En réalité, c'est une espèce de mirage. Le premier communautarisme, si on voulait bien s'en donner la peine de réfléchir, serait à l'Assemblée nationale, ou serait peut-être dans les élites françaises, la promotion Voltaire et tant d'autres. Donc voilà le communautarisme si on le cherche. En réalité, il y a des gens qui défendent des droits. Et je crois que par exemple, les militants noirs dont nous sommes les héritiers, modestes, mais je pense à tous ces gens qui en effet se sont battus contre l'esclavage et se sont battus contre la colonisation, ont créé des associations noires qui étaient interdites à l'époque par le Code noir, interdites sous Vichy, et ces communautés noires interdites ont fait pour que l'universel français soit réel, c'est-à-dire un universel véritable et non pas un universel blanc. Simplement, il est réel sur le papier. Dans la réalité, il n'y est pas. Ça me rappelle d'ailleurs un nouveau secrétariat d'État, l'universel réel. Il y a l'égalité réelle désormais. Absolument. Avec Erika Barrett, qui est une réunionnaise, qui est une députée noire, puisqu'elle vient de Elle l'avait dit elle-même, d'ailleurs. Face à Nadine Morano, qui avait dit la France est un pays de race blanche. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je le précise. Elle avait dit, je suis une députée, une femme noire. Et effectivement, ce sont ces associations noires qui ont permis à finalement cet idéal républicain d'exister vraiment, car c'était autrefois un idéal racial. Car quand on dit pendant la Révolution française, il faut faire une république universelle, on exclut bien sûr les pauvres, on exclut les femmes, on exclut les noirs. Donc ce n'est pas un universel. Il a fallu des associations noires pour que l'universel soit véritablement pensé, et maintenant il reste à le mettre en place. Ayane Koudou. Et je voulais ajouter que on peut être une personne et appartenir à plusieurs communautés. On peut appartenir à la communauté noire, à la communauté africaine, à la communauté nationale. Il y a une communauté sportive aussi, donc c'est pas excluant et c'est pas exclusif. On peut être noir, on peut être français, on peut être musulman. C'est le cas de notre quatrième invité qui vient d'arriver. Je le laisse s'installer et on va l'écouter tout de suite. France Culture, du grain à moudre. Hervé Gardette.
Voilà, y a-t-il une colère noire française? C'est la question que nous posons ce soir à Louis Georgetin, le président du CRAN, à Isabelle Bonny-Clavry, qui est scénariste et réalisatrice et qui se trouve ce soir à New York, à Yann Coudoux, qui est journaliste, et à Bakary Sako, ça y est, qui vient enfin d'arriver. Bonsoir Bakary Sako. Bonsoir. Militant associatif, vous travaillez dans le 19e arrondissement à Paris, et vous étiez venu il y a quelques semaines de cela nous présenter votre livre « Je suis » aux éditions Face Cachée. Donc vous expliquez que vous aviez de multiples identités. Je suis noir, je suis musulman, je suis français, que vous essayez de faire vivre toutes ces identités ensemble. Alors on n'est finalement pas encore allé beaucoup dans le contenu même de ce livre, Une colère noire de Ta-Nehisi Coates, qui nous a donné l'idée et l'envie de faire cette émission ce soir. Ça s'appelle Une colère noire. Moi je dois dire que si on m'avait demandé de donner un titre à ce livre, j'aurais plutôt appelé Une peur noire, parce que le mot qui me semble, enfin en tout cas qui moi le plus français, qui m'a le plus marqué, c'est la peur que ressentent notamment les jeunes noirs. Ta-Nehisi Coates raconte que par exemple lui, quand il était enfant et qu'il allait à l'école, en gros le tiers de son temps de cerveau disponible était occupé justement à faire attention, parce qu'il avait peur de ce qui pouvait lui arriver. Et c'est vrai que cette peur, c'est finalement un terme qu'on n'entend pas souvent. Bakary Sako, est-ce que la peur, quand on est noir, vous avez vous aussi lu le livre de Ta-Nehisi Coates, c'est un sentiment dans lequel vous vous êtes un petit peu retrouvé? Eh ben, j'ai été moi-même justement pendant la lecture de l'ouvrage surpris par le titre, et que j'ai fini par découvrir d'ailleurs que le titre ne correspondait pas au titre originel, donc Between the World and Me. Exactement. Entre donc, le monde et moi. Donc ça trahit quelque part à un moment donné la pensée de l'auteur, et je me retrouvais pas à ce moment-là. Par contre, oui, il y a le sentiment de peur, et pour la petite jeunesse que je prétends vouloir représenter, il y a une exacerbation depuis des décennies sur la question précisément d'être vu d'abord comme étant noir avant d'avoir des compétences, une culture, des traditions et une religion. Et oui, le fait d'être noir aujourd'hui, pour avoir voyagé un petit peu aux États-Unis, mais à travers le monde de toute façon, oui, il y a une inquiétude dans le fait d'être noir, donc il faut être plus discret, donc il faut en faire plus, et ainsi de suite. Vous le vivez de la même manière, Yann Coudoux? Vous l'avez vécu de la même manière? Parce que peut-être maintenant vous êtes, on va dire, adulte, c'est peut-être plus facile à vivre, encore que j'en sais rien. Non, je ne l'ai pas vécu de cette manière-là, parce que moi, je suis une femme noire métisse, et je pense qu'en France, en plus, je viens d'un milieu de petite classe moyenne, et j'ai pas ressenti cette dureté vis-à-vis de moi. Je pense que ça s'adresse plus aux hommes noirs. C'est eux qui en pâtissent le plus, je pense, et ça dépend des quartiers aussi. Il y a des quartiers qu'on dit impopulaires, on les appelle populaires. Moi, je dirais qu'ils sont plutôt plus impopulaires. Donc, je sais que cette peur, elle s'adresse, elle fait face à la police, en fait. C'est peur de la police, peur de l'avenir, peur de ne pas réussir à cause des discriminations aussi. C'est vrai que cette peur, quand Ta-Nehisi Coates en parle, il en parle avant tout s'agissant des garçons. Il dit notamment ceci: la peur était visible parmi les grandes gueules de mon quartier, ces gamins avec leurs grosses bagues et leurs grosses médailles, leurs énormes blousons et leurs longues vestes en cuir à col de fourrure qui leur servaient d'armure face au monde. Cette peur survivait dans leurs déhanchements travaillés, leurs jeans tombants, leurs immenses t-shirts, l'angle calculé de leurs casquettes de baseball, tout un catalogue de comportements et d'attitudes vestimentaires accumulés pour donner l'impression qu'ils étaient des rois. Finalement, c'est ce qu'on peut peut-être ressentir parfois comme de l'arrogance, Louis Georgetin. C'est une manifestation d'une peur qui ne dit pas son nom? Oui, il y a cette violence sociale qui est subie et redistribuée finalement. Et cette violence, elle vient principalement de la police. Et tout le monde a à l'esprit, bien sûr, Ferguson et tous ces jeunes gens tombés toutes ces années récentes. Dans la presse, on a entendu parler d'Eric Garner, Trayvon Martin, Michael Brown. Mais qui en France a entendu parler de Pierre Caillet, Amadou Koumé, Wissam El Yamni, Mamadou Marega, Lamine Dieng, Abou Bakary Tsanga, Ali Ziri. Tous ces gens-là, tous ces jeunes exactement, arabes ou noirs, qui sont morts dans des conditions étranges. Les gens qui ont 18 ans et qui sont noirs, arabes, ont tendance à faire des crises cardiaques parfois dans les commissariats de police. Pour tout cela, pas une ligne, même pas dans la rubrique des chiens écrasés. Et voilà pourquoi nous sommes en colère, effectivement. C'est-à-dire, oui, Ferguson sur scène, ça existe, mais les Français sont prompts à s'indigner des victimes noires américaines et absolument indifférents aux victimes noires françaises. La peur et la colère peuvent être des peurs et des colères noires françaises, Isabelle Bonny-Clavry?
Alors, moi, je ne ressens, à dire vrai, ni l'un ni l'autre à titre personnel. Je pense qu'en France, on n'est pas dans ce rapport de violence physique qui existe aux États-Unis du fait de la liberté du port d'armes et qui fait que les policiers eux-mêmes sont terrorisés et sont donc dans cette extrême violence. Et alors, effectivement, elle peut être concentrée un peu plus fortement dans les cités, dans les banlieues et à l'encontre des hommes, des jeunes hommes qui soient d'origine maghrébine ou africaine ou antillaise. Bon, moi, en tant que femme, non, j'ai jamais vécu. Après, la colère, j'ai pu l'être, effectivement. J'ai été à certains moments et je me suis engagée par rapport à cette colère. J'ai pris des engagements publics, mais je trouve que c'est un sentiment qui enferme et qui ne permet pas de construire. Et moi, ce qui m'importe, effectivement, c'est d'une part de conquérir mon espace de liberté, même si il est restreint, parce que je suis noire et que du coup, ça pèse sur ma vie, ça pèse sur mes possibilités, les possibilités de faire de façon très très concrète. Donc, j'ai déjà moi on va dire ce combat-là. Et je pense aussi, de façon collective, à chaque fois d'ouvrir des brèches, de maintenir une pression pour qu'on prenne en compte cette question-là qui est essentielle aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas prétendre être dans une société égalitaire et puis en faisant passer à l'as des pans entiers de la société parce qu'on ne sait pas trop finalement comment les appréhender, quoi en faire, ou qu'on n'a tout simplement pas envie de se départir de ces privilèges et de les partager. Parce que je pense que derrière cette question noire, il y a très fortement la question blanche, qui est qu'à un moment, le groupe majoritaire accepte aussi d'avoir un regard introspectif sur lui-même, de se regarder et se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait de nos acquis ? Parce que être blanc dans le monde d'aujourd'hui, quelle que soit sa condition sociale, ça reste un avantage et un privilège. Bakary Sako. Enfin, moi, je suis là complètement d'accord, mais la colère peut-être est un sentiment. Et ça dépend simplement de la manière dont elle se manifeste. Je suis issu d'un quartier populaire et quand on était plus jeune, on était en colère. Le rap était un moyen de l'exprimer, mais on était aussi des basketteurs et on excellait dans notre domaine parce que c'était le seul lieu où il n'y avait pas de discrimination. Le sport permet de faire en sorte que vous ayez un blanc ou un noir en face de vous. C'est la compétition qui compte. Alors que là où notre colère se manifeste autrement et qu'on devient aujourd'hui des activistes de terrain, c'est sur l'égalité sociale, c'est-à-dire à moyen égal, aujourd'hui, on sera discriminé à un moment donné ou à un autre. Des jeunes de la communauté afro-caribéenne, je préfère le dire comme ça, quand ils viennent de classe moyenne, font un parcours scolaire exemplaire, arrivés dans le monde de l'entrepreneuriat, beaucoup sont confrontés à ce plafond de verre parce qu'ils sont noirs et pas parce qu'ils manquent de compétences. Donc, là, il y a une différence entre ce qui se passe aux États-Unis et ce que nous pouvons vivre en France. Mais la colère, on la vit tous les jours. Un exemple, juste cette semaine, j'ai appris moi la nouvelle hier à travers des jeunes de l'arrondissement sur un jeune du PSG. Donc, qui aurait insulté... Alors, qui s'appelle Serge Aurier. Exactement. Voilà. Moi, je connais pas, je suis pas très foot. Mais est un très bon joueur du exactement. PSG, qui est noir et qui a tenu des propos sur Internet assez insultants, faut dire, à l'égard de son entraîneur et de certains de ses coéquipiers. Exactement. Moi, je crois que le même entraîneur a tenu des propos contre la communauté afro-caribéenne il y a quelques mois en arrière. Pape Diouf, un des cadres de Marseille, s'était positionné en demandant qu'il y ait à un moment donné une grève de la part des joueurs afro-caribéens sur le championnat de football. Mais là, ce qui m'a étonné, c'est que tout le monde s'organise autour de ce jeune joueur et on fait un débat philosophique et politique. Alors que quelques mois avant, le même homme, et moi je ne pardonnerai pas les propos qu'il a tenus, sachant que il les a pas tenus vis-à-vis d'un individu, mais sur toute une communauté. Alors que là, le petit jeune, il a insulté son coach et le PSG. Donc c'est une affaire de famille, que ça reste entre eux. Ça veut dire que pour vous, vous pensez que s'il n'avait pas été noir, on va dire, les réactions auraient été différentes. Moi, je pense qu'elles auraient été différentes et c'est l'histoire qui parle. Vous avez, je vais
m'arrêter sur ça. Vous avez l'affaire avec Guerlain. Guerlain, sur France 2, donc on est sur la télévision publique, se permet de poser la question, et la journaliste en rit derrière, est-ce que les nègres ont toujours tellement travaillé? Et derrière, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de répercussion. On peut insulter... Ça avait quand même fait un scandale. Et parce qu'il y a eu une mobilisation de la part des activistes. C'était désolidarisé de son ancien... Mais parce qu'il y a surtout une mobilisation, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu de débat derrière sur un propos comme celui-là tenu sur le service public. Ayane Koudou. Moi, je voulais juste revenir sur le rapport de la police et des Noirs, des contrôles aux faciès et des discriminations en France, parce que votre invitée par téléphone disait qu'elle ne ressentait pas trop cette crainte en France, qu'il n'y avait pas trop de peur ou de colère à avoir. Et moi, je voulais préciser que je pense que c'est vraiment en fonction de l'endroit où on vit. Par exemple, moi, j'ai mon frère qui vit dans la petite couronne des Hauts-de-Seine. Il n'a jamais eu affaire à la police, il a 20 ans aujourd'hui, tandis que mon petit cousin qui vit à Marseille, lui, à 14 ans, a déjà subi son premier contrôle d'identité. Donc voilà, je voulais juste revenir sur cette notion-là. Et Isabelle Bonny-Clavry, vous aussi réagir? Personnel, hein. Non, quand je disais que je n'avais pas ressenti la peur ou la colère, je disais bien à titre personnel. Et donc je suis d'accord qu'effectivement quand on est un homme et selon l'endroit où on vit, on peut avoir cette pression policière. Mais moi je pense que la violence raciale en France, elle est beaucoup plus insidieuse. Puisque justement on est dans une société où on ne dit pas le mot noir, où on ne parle pas de race, où on n'évoque pas ces questions-là. Donc on est dans un non-dit et en dessous, il y a des discriminations qui agissent. Il est souvent même quand on est l'objet de ces discriminations, c'est souvent même très difficile de les nommer parce qu'on n'est pas entouré, il n'y a pas le cadre autour, même s'il y a une loi anti-discrimination qui existe, même si maintenant il y a la possibilité de faire des classes actions, mais c'est quand même très très difficile à prouver. Et donc je pense qu'on est vite isolé dans ce sentiment, dans ce qu'on subit, avec une difficulté à pouvoir s'en saisir. Louis Georgetin. Par exemple, quand on parle des Noirs américains, on dit toujours ils sont pauvres. Et on ne se pose jamais de savoir ce qu'il en est en France. Vous savez, il y a une enquête qui avait été faite par Eurostat, qui est l'organisme de l'Union européenne, qui fait des statistiques. Les 4 départements les plus pauvres d'Europe, ils sont pas en Crète, ils sont pas en Grèce, ils sont pas au Portugal, ils sont en France. Et quels sont-ils? Les 4 départements d'outre-mer français. En même temps, Martinique, moi j'en viens, vous avez là l'un des 3-4 départements où vous avez le plus de gens qui payent l'impôt sur la fortune, c'est-à-dire évidemment les descendants d'esclavagistes. Donc on voit là qu'il y a des disparités extraordinaires. On est plus proche du Brésil en réalité que du reste de la France. Sauf que ça suppose de pouvoir faire des statistiques ethniques, justement, qui permettent aussi peut-être d'avoir des politiques qui répondent justement à ces inégalités-là. Or, vous savez bien qu'en France... Et ces statistiques ne sont pas interdites. Je vous contredis avant même que vous ne disiez une chose fausse. En réalité... j'ai pas eu le temps de le dire. Voilà, c'est pour ça que je vous arrêtais à temps. Vous arrêtez à temps. Les gens confondent statistiques ethniques et fichiers ethniques. Les fichiers ethniques, qui sont nominatifs, sont interdits sauf dérogation, tandis que les statistiques ethniques, qui, elles, sont anonymes, sont autorisées. Le CRAN a fait depuis le début 50 enquêtes de statistiques ethniques. Je ne suis pas en prison comme vous le voyez. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel depuis 2009 fait un baromètre de la diversité. C'est des statistiques ethniques pures et dures. Et ils ont montré d'ailleurs ce qu'il en était de la télévision parce que certaines personnes refusaient de voir les choses. Et grâce à ce diagnostic, le CSA a permis de dire aux chaînes, voilà la réalité, voilà la vérité, et on a obligé les chaînes à progresser, et effectivement les choses ont progressé. Donc on a besoin d'un thermomètre, et c'est pas en cassant le thermomètre qu'on va progresser et guérir le malade. Ayane Koudou, vous vouliez revenir sur la notion de colère? Oui, parce que Isabelle disait qu'elle ne se sentait pas en colère, n'est-ce pas? Mais moi, pas personnellement, ou en tout cas plus personnellement. Moi, personnellement, j'ai vécu en banlieue, mais j'ai vécu dans une banlieue pauvre jusqu'à mes 16 ans, et puis je suis arrivée dans une banlieue plus riche jusqu'à maintenant. Donc je m'en suis sortie plutôt pas mal, mais je me sens tout de même en colère, même si la société ne m'a pas molestée plus que ça, je me sens en colère, ouais. Est-ce que c'est la colère qui fait que vous avez choisi, alors vous l'avez demandé, de nous lire peut-être un petit extrait du livre de Ta-Nehisi Coates, donc c'est vous qui m'avez demandé. Alors, oui, je vous ai demandé de choisir un extrait, mais vous m'avez dit tout à l'heure l'extrait que vous aviez envie de lire, qui concerne. Peut-être le mieux c'est que vous le lisiez d'abord, et puis ensuite on en discute dans les quelques petites minutes qui va nous rester. En fait, l'auteur
l'auteur explique ce qu'il ressent après le 11 septembre et après aussi qu'il ait perdu un ami à lui, un ami qui a été tué par la police. Donc il dit, le soir même... Qui a été tué par la police, pas en même temps que le 11 septembre. Voilà. Ce sont deux événements distincts. Voilà. Absolument. Le soir même, j'étais sur le toit d'un immeuble en compagnie de ta mère, ta tante, Shana et son petit ami Jamal. Nous discutions en observant les impressionnantes traînées de fumée qui recouvraient l'île de Manhattan. Chacun connaissait quelqu'un qui connaissait une personne disparue. Mais en regardant les ruines de l'Amérique, je suis resté froid. J'avais mes propres désastres à affronter. Le policier qui avait tué Prince Jones, comme tous les policiers qui nous considèrent avec tant de méfiance, était l'épée de la citoyenneté américaine. Je savais que Ben Laden n'était pas le premier à faire régner la terreur dans cette partie de la ville. Je ne l'avais pas oublié, ne l'oublie pas toi non plus. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai observé les ridicules défilés de drapeaux, le machisme des pompiers, les slogans pleins de colère, qu'ils aillent tous au diable, Prince Jones était mort, qu'ils aillent en enfer, ceux qui nous demandent d'être de bons petits soldats et nous tirent dessus quand même. Voilà, Prince Jones, c'est l'ami de Ta-Nehisi Coates qui a été tué par un policier et j'ai peut-être pas précisé que Ta-Nehisi Coates s'adresse à son fils puisque c'est une lettre à son fils. Ce livre. Donc je reviens finalement sur cette notion de colère. Pourquoi vous avez choisi cet extrait ? J'ai choisi cet extrait parce que je trouvais qu'il faisait écho à ce qui s'était passé en France, aux réactions françaises qu'il y avait eu à certains endroits en France après les attentats. Que ce soit les attentats de janvier ou... moi du 13 novembre, mais plus de janvier. Bakary Sako, c'est un extrait que vous auriez pu choisir vous aussi ? Oui, bien sûr. Je m'étais arrêté sur cet extrait. Je savais. Non, je me suis arrêté aussi dessus. Moi, j'en ai pris un autre, mais je me suis aussi arrêté longuement dessus parce que c'est un peu l'histoire qui se répète alors qu'on est sur un continent différent, une culture différente, mais l'histoire se répète comme ça autour de nous. Louis Georgetin. Oui, il y a une autre thématique très importante dans ce que fait Ta-Nehisi Coates. Outre les discriminations, c'est la question des réparations liées à l'esclavage. Et donc, il évoque souvent l'oubli. Il y a le rêve et l'oubli. Ils ont oublié l'ampleur du vol qui les a enrichis grâce à l'esclavage, la terreur qui leur a permis pendant un siècle de bourrer les urnes, la politique ségrégationniste qui leur a offert leur banlieue. Nous étions tous conscients du lien, dit-il aussi, entre les forces qui avaient réprimé nos corps dans notre pays et celles qui avaient procuré sa richesse à la France. Nous étions conscients du fait que bien des réalisations françaises s'étaient construites sur l'exploitation des corps haïtiens et wolofs, sur l'anéantissement des tout-couleurs et sur la prise de Bissandougou. Eh bien, je crois que c'est important de rappeler aussi qu'il est devenu un peu célèbre avant cet ouvrage, après un article retentissant, The Case for Reparations, donc voilà, publié qui veut dire un plaidoyer pour des réparations. Enfin, ça peut faire la traduction. Absolument, qui est une question très importante aux États-Unis comme aujourd'hui en France. Et il fait, c'est ça qui est original, le lien entre les problèmes d'hier liés à l'esclavage et les problèmes d'aujourd'hui liés à la violence policière. Par exemple, les policiers britanniques n'ont pas d'armes. Les policiers états-uniens ont des armes parce que dans le cadre de cette colonie d'exploitation, dès l'origine, on a dit à tous les citoyens, nous ne pouvons pas vous protéger à la fois contre les esclaves qui veulent se rebeller et les Native Americans qui veulent aussi vous menacer. Par conséquent, chaque citoyen doit être son propre gendarme, chacun a une arme à feu, et c'est ainsi que cette société est devenue aussi violente et aussi raciale. Mais vous savez que les esclaves n'avaient évidemment pas le droit d'avoir des armes, et que l'arme est un privilège blanc. Et donc, il montre très bien, avec ce genre de raisonnement, le lien entre la société esclavagiste d'hier et la société raciale et non pas post-raciale d'aujourd'hui. C'est l'un de ses mérites. Et ce lien-là, on peut l'appliquer, le dupliquer à la France. Absolument. Par exemple, le département où il y a le plus de violence en France, c'est Marseille et plus encore la Guadeloupe. Les départements où justement il y a le plus de concentration ethnique de minorités. Et c'est pour cela que cette question est d'actualité. Black Lives Matter. Bon, je ne sais pas si vous serez d'accord tous les quatre, mais je pense qu'on peut conseiller la lecture de ce livre. Donc, moi, je conseillerais. Je trouve qu'elle s'adresse beaucoup aux Américains. Ce livre s'adresse beaucoup aux Américains, mais je trouve que si on veut s'adresser aux Français, on devrait lire Je suis de Bakary Sako, l'ouvrage de Bakary Sako. Ah bah voilà, super, merci beaucoup, qui a été publié aux éditions Face Cachée. Merci Absolument. Beaucoup justement. Alors Bakary Sako, merci à Yann Coudoux, Louis Georgetin et Isabelle Bonny-Claverie d'avoir participé à cette discussion. Je rappelle quand même les références du livre de Ta-Nehisi Coates, même si on en parle beaucoup. Et Une colère noire, lettre à mon fils aux éditions Autrement dans sa version traduite par Thomas Chaumont. Et il y a une préface d'Alain Mabancou. Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richet, Cyril Baer, Hugo Florent. Émission réalisée par Delphine Lemaire avec à la prise de son Clément Daté. La question demain,
Les conditions d'un nouveau krach boursier sont-elles réunies? Ce sera à partir de 18h20. Tout de suite, c'est ping-pong. Expliquer cet engouement. Il y a d'abord l'indéniable qualité littéraire du texte, le fait qu'on n'aime rien tant en France que les Américains lorsqu'ils disent du mal de leur pays, mais il y a sans doute autre chose. Si un livre sur la condition des Noirs aux États-Unis rencontre un tel écho en France, n'est-ce pas parce qu'il touche aussi à quelque chose de français que nous préférons peut-être traiter par procuration plutôt que de manière frontale? Alors y a-t-il une colère noire française? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Louis Georgetin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, qui représente d'ailleurs combien d'associations? Une centaine d'associations en France et d'autres à l'étranger, au Bénin, au Maroc, au Congo, aux États-Unis, au Brésil, etc. Je précise par ailleurs que vous êtes spécialiste des études littéraires et j'imagine que vous avez dû apprécier justement la qualité du texte de Ta-Nehisi Coates. Pour discuter avec vous, Ayane Koudou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste multimédia indépendante. On peut trouver certaines de vos œuvres sur votre propre site qu'on met en... Je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux États-Unis, mais en tout cas, est-ce que c'est un portrait de l'Amérique, enfin de l'Amérique en particulier des États-Unis, qui vous a frappé parce que peut-être il révélait un pays qui était peut-être moins réconcilié justement qu'il pouvait le paraître. Notamment, c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé avec l'accession au pouvoir de Barack Obama de ce qui serait peut-être une Amérique post-raciale. Manifestement, bon, ça n'est pas le cas. Mais je suis déjà passée aux États-Unis, mais je suis pas restée assez longtemps pour pouvoir me rendre compte de cette fracture qu'il y avait entre les Américains. Mais c'est connu, c'est vrai que les Noirs américains, je pense, subissent un traitement différent de leurs compatriotes blancs. Isabelle Bonny-Clavry, alors je ne vais pas vous demander si vous êtes déjà allé aux États-Unis puisque vous êtes à New York. J'ai eu la chance d'animer une rencontre il y a quelques jours de cela à les Maisons de la Poésie avec Ta-Nehisi Coates qui disait que lui, quand il se trouvait en France, ce qui est le cas puisqu'il s'y est installé depuis quelques mois, il se sentait d'abord américain avant de se sentir noir, contrairement aux États-Unis. Est-ce que vous, condition noire en France, puisque je le précise, je ne le fais pas d'habitude, mais enfin... Nos trois invités ce soir sont noirs, sur en tout cas le portrait que ça donne de l'Amérique. Un portrait assez brutal, disons, Louis Georgetin. Est-ce que c'est un portrait qui vous a surpris? Qui m'a surpris, non. Qui m'a frappé, oui. C'est effectivement la description littéraire et physique d'une violence quotidienne, d'une violence qui arrache les sourires aux jeunes, arrache les vies, arrache les corps. Cette insistance sur les corps dont il parle, ce n'est pas la question des âmes, c'est pas la question de la littérature qu'il traite, c'est la question des corps, de la violence, mais il le fait d'une manière littéraire, d'une manière qui a surpris. C'est aussi un livre d'amour, c'est peut-être ce qui m'a le plus frappé et ému, l'amour d'un père pour son fils. Il y a dans le livre de très belles photos et un père qui a peur pour son fils, une rage d'écrire parce qu'il a peur pour son fils qu'il veut sauver. Il est même venu en France pour prendre de la distance avec ce pays dangereux que sont les États-Unis d'Amérique. Ayane Koudou, ligne sur le nôtre, franceculture.fr, à la page du Grain à moudre. Vous travaillez notamment pour l'autre JT sur France 4. Je précise parce que la première fois qu'on s'était vu dans cette émission, vous avez quasiment fait rencontrer un des responsables de ce programme. Notre troisième invitée se trouve au téléphone, elle est à New York. C'est Isabelle Bonny-Clavry. Bonjour, bonsoir. Bonjour Hervé, oui, je vous entends bien. Vous êtes Isabelle Bonny-Clavry, scénariste et réalisatrice pour le cinéma et la télévision. Je citerai notamment votre dernier documentaire qui a été diffusé sur Arte en juillet dernier, Trop noir pour être française. Et puis nous devrions être rejoints par un quatrième invité qui, je vais tout vous dire, est coincé pour l'instant dans les transports en commun. Il s'agit de Bakary Sako qui est militant associatif à Paris. Voilà, on l'attend d'une minute à l'autre. Alors, pour cette émission, exercice un petit peu particulier qu'on vous a demandé ce soir, même si pour certains d'entre vous c'était déjà fait, mais il s'agissait de lire aussi cet ouvrage de Ta-Nehisi Coates pour voir s'il y a peut-être des similitudes avec la condition. Y a-t-il une colère noire française ? Il y a quelques semaines encore, vous n'aviez sans doute jamais entendu parler de Ta-Nehisi Coates, un journaliste afro-américain, la quarantaine, né à Baltimore sur la côte est des États-Unis, chroniqueur pour The Atlantic. Aujourd'hui, difficile d'ignorer son nom.
L'été dernier, il publiait Between the World and Me, une dénonciation cinglante de la société américaine, bâtie sur l'exploitation et la discrimination des Noirs. Un ouvrage puissant comme un uppercut, presque aussitôt traduit en France sous le titre « Une colère noire » et publié par les éditions Autrement. Depuis, Ta-Nehisi Coates et son livre Trust les médias français, télé, radio, il est déjà venu 2 fois à France Culture, presse écrite, on s'arrache cet auteur qui sait si bien porter la plume dans les plaies de l'Amérique. Le plan marketing, il faut le dire, a fonctionné à merveille. C'est le livre de chevet d'Obama, nous dit-on. C'est le digne descendant de James Baldwin, et c'est Toni Morrison qui le dit. Pour autant, ces arguments de vente ne suffisent pas à